Bonjour à tous, vous êtes sur Essa TV, votre chaîne YouTube d'Essa Bikoula. L'immeuble siège de la représentation régionale Camtel du Sud pour la Business Unifix RRSF a accueilli vendredi 5 juillet dernier une forte délégation mandatée pour une séance de travail dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de prévention contre la corruption. Présidé par M. Daniel Désiré Holleux, directeur général adjoint de Camtel et président de la cellule de lutte contre la corruption de la même société, la séance de travail d'Ebolova, qui n'est qu'une étape de la longue tournée qui conduit cette délégation dans les services centraux et extérieurs de Camtel, s'est articulée principalement autour des différents aspects de la corruption, la stratégie de lutte envisagée ainsi que son implémentation à Camtel. Les services rattachés du siège et qui se trouvent en ce moment dans les services extérieurs. Nous avons commencé par l'étape de Douala, la mission régionale du littoral. Après, nous sommes retrouvés à Kribi, à la mission régionale sud fixe et mobile. Aujourd'hui, nous sommes à Ebolova pour la représentation régionale du sud fixe. Et la campagne ira jusqu'à la région de l'Est. Si vous en avez donc convenance, nous allons directement passer au premier point qui est le mot d'accueil du représentant régional sud. Je vous remercie. Merci, on va passer la parole. Bonjour à tous. Bonjour monsieur le directeur général adjoint de Camtel. Bonjour chers collaborateurs, chers personnels de la représentation régionale du Sud. C'est un honneur pour nous de recevoir notre hiérarchie dans ce lieu. Et nous vous remercions déjà de cette démarche, de cette sensibilisation qui sera faite dans quelques minutes. Et nous interpellons chacun d'entre nous à y participer de manière active. Je crois que c'est une session d'échange, c'est une session de partage. Et s'il y a une quelconque préoccupation, n'hésitez pas à la partager. Merci. Nous passons directement la parole au directeur président de la cellule de la corruption pour son ouverture à Ebolova. Monsieur le représentant régional du Sud, mesdames et messieurs les chefs de service et assimilés, mesdames et messieurs, chers collaborateurs, je voudrais tout d'abord vous remercier le représentant régional du Sud, ainsi que l'ensemble du personnel, acteurs incontournables de la lutte contre la corruption au sein de Camtel, pour l'accueil chaleureux qui m'est réservé, ainsi qu'à l'équipe qui m'accompagne. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, les ravages de la corruption et des crimes connexes vont de l'aggravation de la pauvreté à la déstabilisation des institutions démocratiques. Face à ces menaces, les Nations Unies ont jugé urgent de trouver des voies et moyens de prévenir et de combattre efficacement cette gangrène. C'est pourquoi, le 31 octobre 2003, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Convention des Nations Unies contre la corruption, ratifiée par le Cameroun en 2004, dont l'objectif est de renforcer les mesures de lutte contre la corruption, de promouvoir l'intégrité et de faciliter la coopération internationale pour mieux faire face à ce phénomène transnational. C'est donc fort du soutien de la communauté internationale à travers cette convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption que notre pays a signé en 2008 et sous la haute impulsion du président de la République que notre pays entend mener avec détermination et méthode, de manière résolue et sans concession, le combat contre la corruption. C'est ainsi que de nombreuses initiatives de lutte contre la corruption ont été pensées et mises en œuvre dans notre pays. Les illustrations les plus marquantes sont la campagne d'assainissement des mœurs dans laquelle les délinquants à col blanc sont appelés à rendre compte de leur gestion indélicate de la fortune publique.
l'adhésion du Cameroun aux mécanismes internationaux de promotion de la gouvernance comme Extractive Industries Transparency Initiative, African Forestry Law Enforcement and Governance, la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ainsi que la création sur le plan national des institutions spécialisées de lutte contre la corruption. On pense ici à la CONAC, la NIF, le CONSUP, la Chambre des comptes de la Cour suprême, le TCS, etc. Pour ce faire, l'État, à travers la CONAC, créée par décret numéro 2006 par 088 du 11 mars 2006, organisme public indépendant chargé de contribuer à la lutte contre la corruption, a publié la stratégie nationale de lutte contre la corruption à laquelle toutes les structures publiques ont été conviées à adhérer, à l'instar de CAMTEL. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, le top management de CAMTEL, en adéquation avec la stratégie gouvernementale, a réorganisé sa cellule de lutte contre la corruption le 14 décembre 2020, créée par décision numéro 439/DG du 28 octobre 2016, et a procédé à la désignation de ses membres. Par ailleurs, les capacités de 10 membres ont été considérablement renforcées en vue d'accompagner efficacement la très haute hiérarchie dans l'atteinte de ses objectifs issus des deux axes majeurs de sa politique, à savoir le change management et le customer centricity. La vulgarisation de cette cellule s'est faite à travers la messagerie d'entreprise et la sensibilisation des services rattachés et des business units centrales a eu lieu les 7 et 11 août 2023 à Yaoundé. Il est question de mener le même exercice chez vous, suivant le chronogramme qui vous a été communiqué. Cette sensibilisation du personnel aux effets néfastes de la corruption permettra de maintenir en éveil les acteurs de lutte que nous sommes tous. La sensibilisation sera axée sur 4 points, à savoir les généralités sur la corruption, la cartographie des risques, la méthodologie de lutte contre la corruption à CAMTEL, les instruments juridiques de prévention de la corruption, l'État, les usagers de CAMTEL et tout le personnel de CAMTEL attendent beaucoup de nos cellules de lutte contre la corruption. En vous joignant à la réflexion commune pour chercher et protéger, rechercher et proposer les solutions les plus pertinentes pour combattre le plus efficacement possible l'ennemi commun, vous faites montre d'engagement patriotique, de générosité, d'éthique et d'intégrité envers les générations futures auxquelles nous pensons d'ores et déjà, en mettant tout en œuvre pour que notre entreprise soit un environnement de bonheur et de prospérité pour tous. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, je suis donc heureux de vous savoir aussi nombreux à prendre part à cette rencontre. Cela témoigne de l'engagement de chacun et chacune d'entre vous à apporter sa contribution personnelle à cette cause nationale pour laquelle le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, nous convient le 31 décembre 2024, je cite, la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics est très clairement un impératif pour la préservation des ressources publiques. Il va connaître une intensification notable au cours de l'année qui s'annonce. En s'inscrivant dans cette logique de mobilisation du personnel contre la corruption, le top management, en plus du thème suscité, interpelle le personnel à travers des boîtes de dénonciation qui seront installées sur les différents sites de votre zone de compétence, rompre le silence face au ravage de la corruption, dénoncer. Ce message rappelle une fois encore le fait que la lutte contre la corruption est l'affaire de tous, Camtélois et Camtéloises, et que dénoncer est pour toute personne victime ou témoin de pratiques de corruption un devoir de préservation de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, vous souhaitant une bonne et fructueuse participation, je vous remercie de votre aimable attention. J'ai la charge de parler des généralités sur la corruption. C'est vrai, on ne nous apprend plus ce que c'est que la corruption, mais il serait toujours intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on parle de corruption, pourquoi cette corruption existe. D'autant plus qu'elle est consubstantielle à l'existence de l'humanité, elle est planétaire et touche tous les secteurs de la vie professionnelle.
Pour ce faire, donc, nous allons aborder les deux concepts de la définition de la corruption, à savoir celle active, qui est la corruption venant de celui qui offre ou fait des promesses, des présents ou des avantages pour obtenir une faveur. Et ensuite, la corruption passive, qui est celle venant de celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou sollicite des avantages pour fournir le dit service. Alors, donc, cette corruption donc, est le symptôme de dysfonctionnement de la société. Elle constitue une contre-valeur et génère des problèmes mondiaux pour le développement. Nous savons que la corruption est un frein à l'épanouissement de l'économie, est un frein au développement. Alors, qu'est-ce qui peut justifier donc les fondements de cette corruption? Sans être des causes exonératoires, il y a quand même des facteurs qui développent cette corruption, qui ont favorisé la commission de ces infractions, parce que c'est une infraction déjà pénale. Nous avons les fondements historiques. On peut relever entre autres les habitudes et les attitudes, les mentalités, les politiques gouvernementales, ce qui a mené l'élaboration. Aux deux sous-thèmes suivants, à savoir la cartographie des risques de corruption et la méthodologie officielle de lutte contre la corruption à Camtel. Et ces deux sous-thèmes nous seront présentés par le directeur du cabinet du directeur général, M. Zintiem, ici présent. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, mon propos vise deux objectifs essentiels. Le premier, c'est simplement nous rappeler à nous tous ce à quoi nous sommes exposés dans ce que nous faisons au quotidien. Qu'est-ce qui peut être retenu contre nous dans ce que nous faisons au quotidien du point de vue de la lutte contre la corruption, en nous rappelant que ces points qui peuvent être relevés contre nous relèvent du pénal. C'est-à-dire que ça va au-delà des mesures qui peuvent être prises au sein de l'entreprise, au sein de la Camtel. On est exposé parce que quand ça relève du pénal, chacun comprend à quoi ça renvoie exactement. Donc le tableau que vous avez, parce que vous recevrez les documents après vous pouvez poser des questions, la première colonne nous parle d'entité, la deuxième activité, la troisième risque. En fait, dans la première colonne, on s'est appuyé sur les dispositions de l'organigramme de Camtel pour dire quelles sont les structures qui nativement portent ces activités-là. Mais vous comprenez bien en lisant les activités qu'elles se déroulent aussi bien à la direction générale que dans les régions. Et donc, même à l'échelle des régions, le porteur d'activité est exposé. Il ne dira pas le tableau avait dit que non, ça relève du CTS, du CT ou de l'inspecteur. Non, c'est le porteur de l'activité qui est. Alors, dans ce cas, peut-être qu'il faudrait qu'on soit plus pratique comme d'habitude et on va aller dans ce qui concerne les régions. On va commencer par la DECRA, puisque la région a son droit là. Alors ici, quelles sont les activités que vous déroulez ici ou que vous pourrez être appelés ou que nous pourrons être appelés à dérouler demain ou après-demain du fait des mouvements du personnel. Parce qu'il faudrait qu'on retienne que ce que nous faisons ici vaut pour nous tous, quelle soit la position que nous occupons aujourd'hui ou que nous occuperons demain. Donc, alors, quand on dit développer et contrôler les procédures financières, élaborer les notes d'évaluation et d'analyse des performances des activités, vous comprenez ici qu'il y a des contrôles. Attention à la notion de contrôle qui accompagne toutes ces fonctions. La notion de contrôle ici, il faut la comprendre dans son sens anglo-saxon. Ça ne veut pas dire surveiller ou inspecter, ça veut dire maîtriser. Donc le contrôle, c'est la maîtrise des activités pour atteindre l'objectif, pour atteindre ma feuille de route. Et le qualificatif interne ne veut pas dire interne à Camtel, ça veut dire interne à l'activité que je fais. C'est pour ça qu'on vous dit que le contrôle interne est l'affaire de chacun. D'abord. Donc il faut savoir qu'une entreprise
et les contrôleurs ne sont pas efficaces par le nombre d'irrégularités qu'ils découvrent. Ils sont efficaces quand tout se passe bien et qu'il n'y a pas d'irrégularité. Ils doivent donc anticiper. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la cartographie des risques avec tous les dangers que vous avez. Maintenant, on finit par deux éléments quand même. Qu'est-ce que Camtel fait dans le cadre de sa stratégie? Camtel a d'abord acquis des outils, met des outils en place, et Camtel fait de la sensibilisation. Si nous prenons des outils, nous vous avons dit que ça sort de Camtel désormais. Et il y a une stratégie nationale de lutte contre la corruption qui a été mise en place par la CONAC. Et dans cette stratégie, la CONAC a défini un cadre qui s'appelle le précis. Alors le précis, c'est quoi? C'est faire de la prévention, la CONAC va faire la prévention, de faire de l'éducation, de mettre en place des conditions, de faire de l'incitation et de faire des sanctions. Alors si on voit la page qui suit, qu'est-ce que Camtel fait? En termes de prévention, par exemple, nous sommes là aujourd'hui pour échanger avec vous. Alors, Camtel, il y a ce qu'on appelle l'incitation. Nous voyons tout le temps des lettres de félicitations et d'appréciation qui sont faites par différents responsables vis-à-vis de leurs collaborateurs. C'est une très bonne chose de reconnaître le mérite et le travail bien fait par les uns et les autres. Et il y a des sanctions qui s'appliquent. On vous a parlé du pénal. Voilà quelques-uns des collègues qui malheureusement sont tombés sous le coup des sanctions pénales. Peut-être que vous êtes en région, vous n'êtes pas au courant. DAG a peut-être revenu dessus. Il y a beaucoup de procès. Et vous voyez que c'est assez lourd. Là, il y a d'autres qui vont revenir. Et les deux derniers outils, c'est les boîtes à dénonciation. Je pense qu'il y en a, on en a mené ici, qui vont être exploités. Et il y a un numéro vert qui est déjà acquis et qui va probablement être opérationnel dans les prochains jours. Voilà, mesdames et messieurs, monsieur le Président, ce que nous pouvions dire. Le reste va être repris par monsieur Mvogo dans son exposé. Pour ne pas faire double présentation, nous allons peut-être nous arrêter à ce niveau sur ce que nous avions à dire. Merci. Maintenant de parler des instruments juridiques de prévention de la corruption. Sur ce point, je voudrais déjà indiquer quelques préalables. Nous devons savoir que les biens et le patrimoine de Camtel sont des biens publics. C'est très important. Ça veut dire que tout ce que nous touchons à Camtel, comme matériel, comme patrimoine, comme ressources, sont des deniers publics, donc les deniers de l'État, ce n'est pas des deniers privés. Et donc, nous devons constamment avoir ça en vue, quelque aussi petite que soit la chose. La deuxième chose, c'est que si on parle de prévention, nous devons savoir que le pendant de l'autre côté, c'est la répression. Donc, ça veut dire que la cellule ne reviendra plus ici pour des questions de prévention, peut-être pour d'autres activités. Et donc il faut savoir qu'après cette phase de prévention, il ne restera plus que la phase de répression qui a déjà commencé sous certaines formes. L'autre indication qu'on peut donner, c'est que nous devons savoir que les sanctions ont plusieurs variétés. Il y a les sanctions administratives. Lorsque vous vous rendez coupable de faits de corruption diverses, on peut vous enlever de votre position de travail, vous affecter quelque part, c'est une sanction administrative. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a les sanctions disciplinaires. Lorsque vous êtes traduit au conseil de discipline, vous voyez que ce n'est pas parce qu'on vous a affecté que l'affaire s'arrête, on peut vous traduire par la suite au conseil de discipline. Et à l'issue du conseil de discipline, il y a des sanctions également disciplinaires qui peuvent être prises, qui vont déjà de l'avertissement, blâme, retard à l'avancement, licenciement. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsque vous êtes rendu coupable d'avoir pris sur vous les patrimoines ou les deniers de l'État, il faudrait bien que l'État récupère ce qui lui est dû.
Et là, on passe à la sanction pénale. C'est pour cela qu'aujourd'hui, comme disait le DICAP, beaucoup de gens sont poursuivis pénalement. Ils sont surpris que, mais on m'a enlevé de mon poste, on m'a affecté. Non, mais il faut que l'État rentre, n'est-ce pas, dans son bien. Et comme tel, vous poursuivez donc au pénal avec constitution de partie civile. Je peux vous rassurer qu'au niveau de la DAJR, nous avons aujourd'hui plein de dossiers dans ce sens. Alors, au niveau des instruments juridiques, donc, nous devons savoir que globalement, on a des instruments juridiques internationaux et des instruments juridiques nationaux. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de peine sans texte. Donc, tout est une question de texte, même dans notre travail quotidien. Qu'est-ce que les textes, les procédures font partie des textes. Alors, sur le plan international, nous avons des conventions. Après l'intervention des différents membres de la délégation, il a été ouvert une session d'échange permettant aux participants de s'exprimer sur le sujet. Oui, merci de me passer la parole. Je voudrais profiter de l'occasion ici, de cette tribune, pour que vous puissiez nous aider à... Des services supplémentaires, c'est-à-dire des solutions. Et les techniciens chez eux parfois se proposent de s'engager. Le phénomène correctif même est là. Vous allez pour une mission, vous vous retrouvez en train de faire autre chose. Et vous tissez des relations, je vais dire, dans le dos de la capitale. C'est une faute professionnelle, une faute lourde même d'ailleurs. Et là, vous êtes en plein dans la corruption une fois de plus. Parce que les risques que M. Zika a j'ai une question qui est vraiment pratique concernant la gestion des total cadres par les opérationnels. Total cadre. Alors s'il n'y a pas de procédure, voici ce que vous devez faire. Moi, je vous ai donné tout à l'heure chez moi exemple, effectivement sur telle chose, il n'y a pas de procédure d'encadrement. Par exemple, sur le plan commercial, il y a par exemple le volet, je vais parler du volet lobbying. Lorsque peut-être dans le cadre de vos activités, vous travaillez sur le ciblage par exemple des gros clients, des clients B2B, je parle notamment des clients qui prennent les LS, qui prennent le data center et que vous voulez avoir ces clients dans votre portefeuille. Donc au niveau des méthodes de prospection par exemple, vous pouvez vous retrouver dans un cadre informel avec un client, peut-être dans un restaurant, où vous négociez par exemple pour que le client peut-être vous comprenne mieux. Donc lorsqu'on parle du lobbying également à ce niveau-là, dans l'entreprise, j'identifie par exemple les différents décideurs pour voir comment peut-être implémenter un certain nombre de techniques d'approche en fonction du niveau de responsabilité de la cible. Parce qu'au niveau commercial, on parle de la cible. Ça peut par exemple être un DG, ça peut être un DAF, ça peut être un DSI. Donc il y a cette problématique-là du lobbying. À ce niveau-là, est-ce que c'est la corruption? Lobbying, est-ce que c'est la corruption à ce niveau-là? Il y a également le volet gift. Parfois, lorsqu'on va dans les... Et c'est l'objet de notre présence ici, en fait. Cette sensibilisation que nous faisons, c'est pour éviter de tomber dans ce travers. Comme je l'ai dit tantôt, je vais définir la corruption en un bloc, tel que le définit l'électrique. C'est un comportement pénalement incriminé par lequel sont sollicités à créer des offres promesses. Parce que tout ce que vous avez cité, vous allez retrouver ici dedans. Des offres, des promesses, des dons, des présents, à des fins d'accomplissement ou d'obtention des faveurs davantage particulières. Donc ce que vous appelez le lobbying, c'est la corruption.
Vous êtes une entreprise de public, vous avez des cartes de communication, des flyers qui présentent vos produits. Avez-vous besoin de recevoir encore un client dans un cadre précis pour l'amener ou bien pour le convaincre à consommer vos produits? Je ne pense pas. Vous tombez sous le coup de la corruption. Et là, même la corruption active, tel que je vous l'ai dit. Parce qu'on a défini, on a fait tout à l'heure. Il a parlé des gros clients. Gros clients égale clients. C'est des consommateurs, de toute façon. Parce que lorsque vous posez des actes sans le savoir, vous pouvez vous retrouver avec des difficultés. Les gros clients pensent que la maison a des techniques managériales ou bien des processus pour amener ou bien pour encadrer ces gros clients. Mais vous, est-ce que vous avez la capacité ou bien le droit de recevoir ces gros clients pour les convaincre à consommer vos produits? Nous, dans la cellule anticorruption, moi particulièrement, étant par la campagne, je vais taxer ça de corruption, d'acte corruptif. Tel qu'est défini, c'est des textes l'encadrent. Moi, je parle en tant que l'extérieur à la maison. Maintenant, si vous avez des textes qui l'encadrent, restez-en au fait dans le canevas légal, textuel, tel que indiqué par votre règlement intérieur. Mais si ça tombe dans la définition, telle que là, stipulé le ou alors la définition de la total, tombez sur le coup d'accord. Voilà. Maintenant, si vous avez des textes en interne, qui vous donnent le pouvoir, ou bien qui vous traitent le cadre légal de cette lobby, vous en tenez à la réglementation et à respecter donc le petit cadre. Parce que moi, de la cellule, n'étant pas de Camtel, si je trouve par exemple, je peux même me faire passer pour un client Camtel et je vous piège. Vous êtes là, vous m'entretenez, vous essayez de me corrompre, de prendre quelque chose, vous m'offrez des choses et tout. Moi, je vais faire mon rapport. J'ai été corrompu par tel. Ça, c'est la corruption active. Ça fait partie des méthodes de marketing, le marketing relationnel. Les travaux s'achèveront par une photo de famille opérant de l'immeuble siège de Camtel RRSF à Ebolova.